William T, interdiction, autorisation? Moi, je trouve que la décision du tribunal administratif est cohérente dans l'état actuel des choses, donc dans l'état actuel du droit. C'est-à-dire que la liberté de manifestation est le principe, et l'interdiction est la règle. Et trop souvent, ces derniers temps, le ministre de l'Intérieur et les préfets, ainsi que le gouvernement, ont pris des interdictions de manifestation qui n'étaient pas justifiées, sur des bases juridiques et légales. C'est-à-dire, c'était le cas pour le Stade de France, notamment, avec la venue d'Emmanuel Macron. C'était le cas sur différentes manifestations auxquelles c'était beaucoup trop préventif et c'était pas juridiquement fondé. La question qu'il faut se poser, c'est au-delà de la décision du tribunal administratif, c'est est-ce que le juge a raison ou pas? Le juge raisonne en droit. C'est est-ce qu'il faut pas changer le droit pour éventuellement interdire certaines manifestations? La clé du débat, c'est est-ce qu'il faut limiter ou non la liberté d'expression en France? Est-ce qu'elle doit être absolue comme aux États-Unis ou est-ce qu'elle doit être contrainte en France? En raison de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Et ça veut dire, par contre, qu'on peut autoriser des opinions comme celle de Dieudonné sur l'antisémitisme, etc. Et donc, c'est différent, mais en tout cas, c'était difficile à l'époque. Il y avait eu la décision du Conseil d'État dessus. Tout à fait d'accord. Je reviendrai, mais je vais revenir dessus. Moi, je pense que certaines expressions ne sont pas permissibles en France. On ne peut pas autoriser des gens à manifester contre la France, dire que la France est un État qui tue, etc. Je pense qu'il y a certaines expressions qui doivent être limitées et auquel cas, c'est mieux de le faire. Et il faut être cohérent. Si par cas on considère que certains propos n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas à avoir leur place dans les rues françaises. Il y a deux sujets. C'est est-ce qu'on fait une interdiction préalable, donc en amont, ou est-ce qu'on fait une condamnation a posteriori? Les deux arguments se tiennent sur est-ce qu'il faut le tenir en amont ou pas. Moi, le sujet que je vois, ça a été démontré par quelqu'un qui travaillait notamment sur la question du Rassemblement national. C'est que l'ouverture dans le débat public de certaines idées ont permis l'augmentation de certains propos et certaines convictions de la part des Français. Notamment en France, vous avez quand même une étude de la Fondation Jean Jaurès, qui n'est pas mon think tank, mais qui est un think tank concurrent, qui montre qu'il y a 25 à 33% des Français qui pensent que les vaccins tuent et sont produits par la Big Pharma, etc., qui sont complotistes, qui pensent que la Terre est plate. Et donc, c'est parce qu'en permettant ce type d'idées qu'on a pu propager tout ça. Donc, il y a une limite. Il faut avoir le bon degré de niveau sur ce qu'on peut permettre comme liberté d'expression, qui est un droit constitutionnel et acquis dans un état de droit et dans une démocratie libérale. Par contre, on peut empêcher certaines dérives, comme certains propos, sinon on arrive sur des problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Cet après-midi, en tout cas, les organisateurs de ce colloque, le groupe royaliste Action Française, se félicitent dans un tweet en disant c'est une première victoire. On peut, en un mot, on peut dire que c'est quand même magique dans une démocratie libérale qu'on critique souvent comme autoritaire, qu'une république puisse autoriser une organisation monarchique d'en tenir une réunion qui est plutôt par principe, par essence, contre-républicaine. Mais Saint-Brévin, il ferme son cabinet médical, c'est-à-dire là, il part avec sa femme, les enfants. On en arrive à une situation quand même assez incongrue. L'État a failli pour vous dans ce dossier? Mais pas que dans ce dossier, parce que ce qui arrive à ce maire nous touche tous, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a été le premier magistrat de sa ville et qui est obligé de fuir sa propre ville qu'il a administrée. Donc ça pose un véritable problème. Mais ce qu'il est en train de rencontrer, de nombreux élus rencontrent les mêmes problèmes que lui. De nombreux représentants de l'État rencontrent les mêmes problèmes que lui. On parle de professeurs, on parle de policiers, on parle de pompiers. Tous les représentants de l'État se font attaquer et se font agresser quotidiennement. Le nombre de violences contre les représentants de l'État est en forte augmentation. Plus 32%. Dans tous les élus locaux, les pompiers, tout le monde est touché. Et pourquoi? Parce que la société est beaucoup plus violente qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, lorsque vous aviez un différend avec quelqu'un, vous le régliez, des échanges verbaux un peu musclés. C'est-à-dire que quand c'était par exemple le cas sur les accidents de voiture, les gens sortaient de leur voiture, ils s'insultaient. Là maintenant, très rapidement, on arrive à des choses qui sont de plus en plus radicales. Sortir une arme blanche, etc., ou partir directement sur les points de violence. Moi, je pense que le point essentiel, c'est que l'État a failli dans sa crise de l'autorité. C'est parce on n'a pas mis des peines, on n'a pas exécuté les peines, on n'a pas fait en sorte que ces comportements soient véritablement répréhensibles, qu'en fait des gens se sont permis ce type de dérive et ce type de comportement. Parce qu'en fait, vous vous dites une chose qui est essentielle. Si par cas l'État est incapable de pouvoir assurer ma mission, de juger et de permettre d'obtenir ce que je veux, je vais obtenir les choses par moi-même. On veut faire en sorte que le maire ne prenne pas une décision en faveur d'un camp de migrants, on va déloger le maire nous-mêmes et on va l'avoir par la force. Lorsque l'État est faible, c'est le pouvoir de la nature et les gens violents qui l'emportent. À chaque action, on fait quoi face à la montée de cette violence? Moi j'entends les idées qui sont proposées de cette sorte-là.
Mais vous pouvez pas protéger, je crois qu'il y a à peu près 500 000 élus, si je ne me trompe pas Benjamin, 500 000 élus en France. Vous pouvez pas mettre un policier derrière les 500 000 élus. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est de faire en sorte que ces comportements soient répréhensibles et qu'ils ne sont pas encouragés. Sanctionner tout de suite, se dire que pour moi, lorsque vous portez atteinte à un représentant de l'État, élu, fonctionnaire, etc., la peine doit être une circonstance très, très aggravante. Et la question que je pose est celle-ci. On pose souvent la question de la réinsertion du délinquant. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la sécurité des personnes. Et que lorsque vous raisonnez comme ça, votre sujet essentiel, c'est est-ce que la personne est réinsérable et à sa place dans la société. Lorsque vous agressez un maire, lorsque vous brûlez sa maison, est-ce que vous avez votre place dans la société? Est-ce que vous n'êtes pas un danger pour toute la société française? Lorsque vous portez atteinte à un policier, donc quelqu'un qui vous protège, est-ce que vous avez votre place dans la société? Donc je pense que pour ces personnes-là, on doit mettre des peines qui doivent être prononcées, qui doivent être très fortes et exécutées aussi, parce que il y a beaucoup de peines qui ne sont pas exécutées en France. Et pour ces choses-là, je pense qu'on ira beaucoup plus loin et ce sera un sujet. Il y a un autre sujet que vous évoquez aussi, c'est qu'en France, c'est ceux qui se comportent mal qui sont récompensés. C'est la tyrannie des minorités. C'est les minorités qui sont mises en avant, alors qu'ils sont très minoritaires et ils ont des comportements répréhensifs. Donc, tant qu'on encouragera ce type de comportement d'une manière ou d'une autre, ces personnes continueront à agir. Et les gens raisonnent de manière assez rationnelle. C'est est-ce que j'ai intérêt à faire ce type d'action ou pas? Tant que ce type d'action sera encouragé, ils continueront à le faire. C'est la création dans le bassin dunkerquois d'environ 3000 emplois, puisque 2 usines de fabrication de batteries électriques automobiles vont s'installer. Et puis il y a cette phrase lâchée où en même temps il veut faire une pause sur les normes européennes environnementales. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit ça avec vous, William T. Je rappelle que vous êtes le président du think tank Le Millénaire. Il a tout à fait raison. Il y a à peu près... je pense que la difficulté qu'on a eue sur l'industrie, c'est qu'il y avait des gens qui jouaient contre nous. Des gens qui tiraient contre leur propre camp, donc qui tiraient contre le camp français. Je vais citer les noms. C'est le gouvernement socialiste de 97 à 2002 qui a pourri notre temps de travail et la valeur travail avec les 35 heures, et qui ont poursuivi notre déclin industriel entamé par François Mitterrand dans les années 80. Le deuxième ennemi de l'intérieur, c'est les escrologistes qui nous ont coulés. C'est les gens qui ont fait en sorte que notre filière nucléaire soit complètement atomisée pour ensuite après dire tiens, on ouvre des centrales à charbon, très bien, c'est un jackpot pour l'écologie. Ces gens-là, ils devraient être prix Nobel de l'intelligence tellement ils sont bons. Et après, il y a un troisième ennemi, c'est l'Union européenne, qui a fait strictement n'importe quoi, qui n'a pas compris les cycles économiques. C'est-à-dire que eux, ils sont libre-échangistes au moment où tout le monde devient protectionniste. C'est-à-dire que les États-Unis deviennent protectionnistes avec ce que Joe Biden appelle l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire qu'il fait en sorte de subventionner l'industrie américaine comme le faisait le général de Gaulle dans les années 60. C'est pour ça que Macron s'inspire de ça en convoquant les chefs d'entreprise. La Chine fait ça avec les panneaux photovoltaïques. Et qui veut rester libre-échangiste et donc euro-gaga alors que tout le monde se protège? Les Européens qui nous coulent. Je pense que pour une fois, Emmanuel Macron a raison. Il a raison de le faire. Surtout, il faut l'encourager parce que c'est un revirement de ses positions idéologiques initiales. Et donc, il faut l'encourager dessus parce qu'il a bien compris les grandes mutations mondiales. Je vois William. Moi, je pense qu'il peut le faire, mais c'est une question de courage politique. De toute façon, sur le plan intérieur, il lui reste plus grand-chose. La plupart des oppositions vont le bloquer. Il est plus en marche vers l'immobilisme. Donc, il lui reste plus une seule action, c'est la scène européenne et internationale. Le sujet essentiel, c'est est-ce qu'il est prêt à affronter l'Allemagne ou pas, qui nous a coulé sur l'ensemble des sujets. L'économie, le nucléaire, le droit de la concurrence, la fusion des grandes entreprises, ils nous ont coulé dessus. Le point essentiel, c'est que s'il arrive à affronter l'Allemagne, il aura les armes pour le faire. Et moi, je pense, nous, on a travaillé dessus, à la fois sur le plan de Biden et sur l'industrie française. Il y a à peu près 2 schémas à faire. Sur le plan national, vous avez à peu près 3 grandes mesures à prendre. Le premier, c'est de créer un écosystème qui soit favorable à l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie, ça se décrète pas. C'est-à-dire que vous mettez en place un écosystème favorable au niveau de la fiscalité, du droit du travail, etc. Le deuxième point, c'est de créer un tissu d'ETE et d'ETI qui permettent d'avoir des débouchés commerciaux. Le troisième point, qui est essentiel pour l'industrie, c'est la course à l'innovation. Ça veut dire qu'en fait, les entreprises deviennent de plus en plus concurrentes parce qu'ils font une course à l'innovation et notamment à la rupture technologique. Ça, c'est sur la scène intérieure. Et c'est un sujet consensuel qui peut rassembler toute la classe politique dessus. Ensuite, après, sur le sujet européen, il faut qu'ils disent à l'Allemagne, nous, on va le faire. Et si vous n'êtes pas content, je le fais quand même. Et là, à ce moment-là, on verra comment ils réagissent. Mais tant qu'il n'aura pas un rapport de force avec les types qui nous coulent, la France continuera de couler. Je pense que c'est parce que les ministres ou les premiers ministres sont nuls, qu'ils sont obligés de combler leur nullité sur l'action publique par la forme et donc évoquer leur vie privée, etc. Parce que lorsque vous prenez les personnes qui évoquent leur vie privée actuellement, ce sont pas les ministres les plus en vue. C'est pas Gérald Darmanin qui évoque sa vie privée, c'est pas Bruno Le Maire non plus. C'est les ministres qui sont de second plan et qui doivent combler leur manque d'efficacité politique.